Salut très chers téléspectateurs des Congo Media Channel, nous sommes très heureux de votre présence devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission pédagogique Academia. Alors aujourd'hui nous allons parler sur la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Alors pour en parler, je ne suis pas seul. Comme à la tradition de cette émission, je suis bel et bien accompagné avec Monsieur Deo Gracias Safari. Bonjour Monsieur Deo. Bonjour Monsieur le journaliste. Bienvenue à l'émission Académie. C'est un honneur pour moi d'être ton invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors nous allons commencer comme annoncé par rapport au sujet d'aujourd'hui. Où en sommes-nous par rapport au calendrier réaménagé par le ministre Thomas Louaka? Merci pour votre question, Monsieur le journaliste. Actuellement, par exemple, au niveau de l'Université pédagogique nationale, nous sommes dans la dernière semaine des cours, prévus pour les cours, parce que toutes les institutions sont soumises au calendrier proposé par le ministère de l'ISU, qui est le ministère de tutelle. Et au niveau de l'Université pédagogique nationale, nous sommes à l'étape, comme je l'ai dit, de la finalisation des enseignements. Nous sommes dans la dernière semaine de cours qui doit aboutir, qui doit prendre fin le 31 octobre 2020. Et puis après les 31, nous entrons dans la semaine de blocus parce que les étudiants ont le droit de se préparer avant d'affronter la période des examens qui part du 9 au 16 novembre. Et le 21, comme prévu dans le calendrier, c'est la date de la collation des grades académiques. Voilà où nous en sommes actuellement. Alors, comment appréciez-vous la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo? Globalement, je dois préciser que cette question est une question vraiment à polémique parce que nous avons une multitude d'institutions d'enseignement dans notre pays. Nous avons d'abord la catégorisation des institutions privées et publiques. Et chaque institution a son organisation. Mais globalement, je crois que nous ne pouvons pas, d'une manière générale, nous ne pouvons pas nous auto-flageller. Nous reconnaissons qu'il y a des faiblesses dans notre système d'enseignement, notamment par rapport, par exemple, à l'adaptation des contenus des enseignements. Mais cela ne remet pas en cause la qualité de l'enseignement parce que nous avons d'excellents professeurs, d'excellents cadres scientifiques qui ont pour mission l'encadrement des étudiants. Et ces éléments-là, ces éléments indiquent déjà que quand même nous avons un bon niveau par rapport à d'autres peut-être à d'autres institutions. Est-ce que les conditions d'études dans nos universités sont bonnes? Les problèmes existent, il faut l'avouer. Il y a des problèmes d'infrastructure. Il y a des problèmes de surpopulation dans les locaux. Mais cela n'affecte pas toujours négativement la qualité de la formation. N'affecte pas toujours la qualité de la formation. En tout cas, il y a des enseignants qui sont totalement disposés à s'occuper des étudiants. Mais sur ce point, il est important d'ériger d'autres auditoires. Effectivement, pour le cas de l'UPEN, je crois qu'il y a des locaux qui sont en construction, mais je crois que je ne vais pas répondre à la place des autorités qui en ont la responsabilité, mais je crois que les problèmes des locaux sont résolus petit à petit. Et je crois qu'à un jour, il n'y aura plus de réclamations par rapport au manque d'infrastructures dans les universités parce qu'il y a des frais payés par les étudiants pour cet objectif-là. Les frais de construction servent à ériger des locaux, à ériger des infrastructures pour faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants. À votre avis, est-ce que les cours enseignés dans nos universités d'une manière générale sont adaptés aux réalités du terrain? Je dois dire
Je dois avouer non, en disant non, parce qu'il faut qu'on ne se voile pas la face. Il y a une grande évolution actuellement sur le plan technologique, sur le plan fonctionnel des entreprises, des marchés d'emploi. Alors, nous avons encore des contenus qui ne permettent pas aux étudiants de s'adapter au contexte actuel du marché d'emploi ou du marché professionnel. D'où il faut intégrer ces nouveaux aspects dans la formation des étudiants. Dans ce cas, il faut revoir notre système éducatif. Il faut revoir certaines matières, il faut revoir le programme de cours pour les adapter aux besoins actuels du marché. Mais néanmoins, avec ce qui se fait déjà, il y a des étudiants, il y a des entraînants qui sont sortis sur le marché d'emploi et se sont adaptés, parce qu'il faut aussi le dire qu'il ne suffit pas de se cramponner sur ce qu'on apprend à l'université. Il faut aussi s'auto-former à travers de la lecture, à travers des recherches, à travers de la documentation, à travers des contacts avec l'extérieur. Oui. Il faut s'ouvrir l'esprit pour comprendre comment les choses se font ailleurs et essayer de se transformer soi-même. Selon vous, les contenus dont les supports posent aussi problème? Par rapport aux supports sont plus à jour? Ça, je ne crois pas. Je crois qu'un bon enseignant prend le temps de bien rédiger le support de cours, parce que c'est un outil destiné aux étudiants pour l'apprentissage, et un bon enseignant prend le temps de l'actualiser, parce que c'est une obligation déjà légale. En tout cas, à ce que je sache, les enseignants, particulièrement ceux que moi je côtoie, les enseignants actualisent leur support, parce qu'ils sont obligés de s'adapter aux exigences des différentes professions, des différentes débouchés pour lesquels les étudiants s'inscrivent dans X ou Y filière. Donc un enseignant de presse écrite en SIC doit automatiquement actualiser son cours, son support par rapport aux évolutions technologiques de la pratique journalistique actuellement. Vous voyez, donc, excusez-moi, donc, n'est pas mettre à jour un support du cours technique comme la presse écrite serait rendre la tâche difficile aux étudiants. Un étudiant peut se retrouver dans une rédaction web, mais ne sait pas ce qu'il doit faire, parce que le cours est resté sur l'étude des médias traditionnels. Mais en tout cas, je crois qu'un bon nombre d'enseignants, du moins ceux que moi je côtoie, actualisent leurs cours, parce qu'ils ont le souci de rendre performants les étudiants. La recherche scientifique pose aussi problème. La recherche scientifique pose problème. Je ne sais pas à quel niveau vous constatez le problème. Vous pouvez préciser votre question. Quel est le problème que vous constatez au niveau de la recherche scientifique? D'une manière générale, souvent les assistants, les chefs des travaux ne se mettent pas vraiment à jour, s'il faut le dire. En tout cas, je ne partage pas ce point de vue, parce que c'est peut-être que ce que vous avez rencontré que vous voulez généraliser. Non. Là, c'est les non-dits. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Il y a des cadres scientifiques, il y a des professeurs, il y a des chercheurs qui produisent chaque semaine ou même chaque mois des publications scientifiques. Et ce sont des publications pertinentes. Des publications pertinentes dont les résultats peuvent être exploités pour transformer notre société. Et cela se fait. Peut-être que vous devez plutôt relever le problème de diffusion des résultats. Là, peut-être nous pouvons nous comprendre, mais dire que la recherche scientifique pose problème par rapport à la production, je ne partage pas ce point de vue, parce qu'il y a des gens qui travaillent hors des caméras. Hors des caméras, mais simplement peut-être que ce sont les résultats de leurs recherches qui ne sont pas diffusés ou n'atteignent pas certaines notoriétés pour faire croire à l'opinion que les chercheurs congolais ne font rien. Ce n'est pas vrai. Alors aujourd'hui,
quelle est l'image de la République démocratique du Congo sur les plans régional et mondial en matière d'éducation? Cette question, je crois qu'il vaudra mieux l'adresser au ministre de tutelle de l'ISU, mais ce que je peux dire, c'est que notre pays est aussi ouvert sur le plan de l'enseignement. Je veux prendre par exemple le cas de l'institution de l'agence universitaire francophone AUF. Le Congo occupe une très bonne place au sein de cette organisation. C'est déjà un élément essentiel à prendre en compte dans la considération de notre enseignement. À l'AUF, les institutions congolaises, même l'Université pédagogique nationale est reconnue. Au niveau de l'Association africaine des universités, les institutions congolaises sont identifiées et comptées parmi les meilleures institutions. Aujourd'hui, les institutions congolaises ont des partenariats avec des institutions étrangères, ULB, Liège, Sorbonne. Il y a des institutions étrangères qui sont en partenariat avec les institutions congolaises. Aujourd'hui, il y a des doctorants qui sont ici au niveau du pays, au niveau de la RDC, mais qui sont en co-tutorat avec des professeurs des institutions extérieures. Cela veut dire que notre image est bonne sur le plan ou régional, acceptable sur le mondial. plan régional, mondial, parce que ce n'est pas n'importe quelle institution étrangère de référence qui peut nouer le partenariat avec les institutions congolaises si nous n'étions pas crédibles. Mais je crois que puisque souvent. nous sommes crédibles, Oui. je crois que c'est parce que nous sommes crédibles, Oui. nos institutions sont crédibles, que ces institutions acceptent de nouer les liens de partenariat, acceptent que nos chercheurs, les doctorants congolais, réalisent leur thèse sur place, mais avec un partenariat avec des enseignants de ces universités-là extérieures. Mais les antivaleurs au top, la corruption au top, les points sexuellement transmissibles, toutes ces pratiques-là se manifestent au vu et au su de tout le monde dans nos établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit dès le départ, les problèmes existent. On ne va pas les nier, mais on ne va pas se cramponner sur les problèmes. On doit se cramponner plutôt sur la solution. Et la solution, il y en a. Concernant les antivaleurs que vous venez de relever, je prends par exemple le cas de l'UPEN. L'année passée, le comité de gestion a organisé un contrôle, les paiements des frais académiques. Et tous ceux qui ont été impliqués dans le détournement de ces frais ont été sanctionnés. C'est déjà un effort qu'il faut saluer. Au niveau des étudiants, on organise des campagnes de sensibilisation sur le savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre. Dans les milieux académiques. Dans les milieux académiques. Parce que ce n'est pas à l'université qu'il faut venir apprendre la corruption. Ce n'est pas à l'université qu'il faut venir apprendre la paresse. Ce n'est pas à l'université qu'il faut venir apprendre l'esprit de facilité. Vous voyez, on les sensibilise pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et on sensibilise aussi les enseignants pour qu'ils soient des personnes responsables, qu'ils gardent le statut d'éducateur. Automatiquement, ils doivent servir des modèles. Parce que lorsque nous nous présentons devant les étudiants, lorsque nous encadrons les étudiants, c'est pour qu'ils nous prennent pour des modèles. C'est que les instructions que nous leur donnons, ils doivent s'identifier en nous à travers ce que nous leur disons, ce que nous leur apprenons. Ça sera contradictoire que vous appelez un étudiant au sens des responsabilités, vous appelez un étudiant au respect des règles sociales, mais en contrario, vous vous comportez mal. Ça sera contradictoire. C'est pourquoi nous reconnaissons qu'il y a les problèmes. Ça n'existe pas, qu'il y a des faiblesses, mais sur lesquelles les universités travaillent pour que les choses s'améliorent.
Alors sur ce point, comment redorer l'image de l'enseignement supérieur et universitaire longtemps terni sur ce point? En tout cas, il faut reconnaître que c'est un travail de longue haleine, Oui. mais un travail qui doit être fait. Il faut travailler sur la conscientisation de toute la communauté universitaire, qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse de corps administratifs, qu'il s'agisse des étudiants, mais aussi il faut améliorer la condition de travail des enseignants, particulièrement. Mais vous êtes mieux payé. Lorsque nous, ça c'est vous qui le dites, je ne sais pas quelle est votre source. Nous avons des gens dans nos universités qui sont impayés depuis qu'ils ont été recrutés. Des cadres scientifiques, assistants, chefs des travaux, impayés. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent progresser scientifiquement? Parce que la recherche, c'est l'argent, c'est les moyens financiers. La rédaction de la thèse, même la soutenance de la thèse, c'est les moyens financiers qu'il faut mobiliser. L'inscription en DA, les recherches en DA, la publication, la rédaction, la soutenance, c'est des moyens financiers qu'il faut mobiliser. Comment voulez-vous le faire lorsque quelqu'un n'est pas payé? Donc le gouvernement a sa part de responsabilité dans la démarche de renforcement de l'image positive de nos institutions. Le gouvernement a sa grande part de responsabilité en améliorant la condition de vie des enseignants, la condition de travail des enseignants, et tout ce que vous relevez comme antivaleurs seront éliminés automatiquement. Parce que certains comportements sont liés aux techniques de survie. Certains comportements sont liés aux techniques de survie. Donc si les problèmes personnels le problème du personnel enseignant est résolu, beaucoup d'antivaleurs dont tu as fait allusion vont disparaître. Récemment, vous étiez reçu par le président de la République. Quelles sont les attentes de l'APIPEN plutôt? C'est une question à adresser au président de l'APIPEN, le professeur Raoul Ekwampok. Je vous encourage de le chercher pour avoir son point de vue à ces sujets, parce que je ne peux pas répondre à la place de ceux qui étaient dans cette délégation. Académique. Je suis corps scientifique, c'est vrai, mais nous n'avions pas fait partie de cette délégation. Alors merci. Continuons par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. On vous reproche, les assistants, les chefs des travaux d'une manière générale. Aujourd'hui, vous formez plus des théoriciens que des praticiens sur les terrains. Que pensez-vous? Je ne sais pas qui font ces reproches, oui. Parce que par exemple, à l'instant où nous... Dans les non-dits. À l'instant où nous réalisons cette émission, oui. Nous avons eu la grâce d'être reçus au studio école du département des sciences de l'information et de la communication. Très bien. Vous voyez le studio qui existe, oui. Vous voyez la salle de régie, vous voyez des étudiants en train de monter leurs éléments. Très bien. Alors, je ne sais pas, les théoriciens dont on parle, de qui s'agit-il? Sur les terrains, après l'université, la vie après l'université. Après l'université, je me pose encore la question. Très bien. Et ceux-là qui s'adaptent au milieu professionnel, oui. Et qui s'en sortent de manière excellente, oui. D'où viennent-ils? Ils n'ont pas étudié au Congo? C'est au Congo. Mais alors je ne sais pas. Je ne sais pas, les théoriciens qu'on est en train de relever sont où? Parce il y a plus de commandeurs d'emploi que des créateurs. Cela reste à vérifier. Parce qu'il y a des personnes qui prennent des initiatives mais qui ne sont pas devant la caméra. Il y a des étudiants, s'il faut rester dans le cas de l'UPEN par exemple, moi je connais très bien des étudiants qui, après avoir terminé leurs études, n'ont pas déposé d'offres d'emploi. Ils ont créé leur structure, et des structures qui émergent. Alors, il ne faut pas généraliser les cas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont faibles. Oui, oui. Il y a des personnes faibles, on doit pas se voiler la face, on doit le reconnaître. Il y a des personnes qui sont faibles, mais ils ne doivent pas créer de l'ombre pour les meilleurs qui excellent sur le marché d'emploi en tant qu'employés et même en tant qu'employeurs. Ils excellent et nous les encourageons. Et nous encourageons ceux qui sont faibles à renforcer leurs capacités, puisqu'ils ont déjà quitté l'université, à suivre des formations de renforcement des capacités dans leur domaine respectif,
et ils vont faire balayer son point de vue selon lequel les universités congolaises ne forment que des théoriciens. Que des praticiens. Que à la place de praticiens. Alors, pensez-vous, par rapport à la prolifération des établissements de l'enseignement supérieur universitaire, nous espérons avoir une bonne formation? Oui, je soutiens... la prolifération. Je ne soutiens pas la prolifération, mais je soutiens la création de plusieurs institutions universitaires. Nous devons l'accès à l'éducation ne doit pas être une difficulté pour les Congolais, pour les jeunes Congolais. L'éducation est un élément important de la vie d'un individu. Il faut que les universités se rapprochent des citoyens, des jeunes, moi je soutiens cela. Parce que l'accès à l'éducation fait partie des objectifs du développement durable. Il faut favoriser l'accès à l'éducation aux plus jeunes. Donc, la multiplicité des universités et instituts supérieurs, pour moi, ça ne pose pas problème. Le problème, c'est leur gestion. Oui. C'est aux gestionnaires de ces institutions de rendre crédibles les structures qu'ils créent et d'assurer la formation de qualité pour ceux qui leur font confiance et viennent s'inscrire dans leurs institutions, de recruter d'excellents enseignants, la méritocratie, de construire de belles infrastructures bien équipées en laboratoire, en bibliothèque. Limiter aussi le nombre des étudiants. Et limiter le nombre des étudiants, naturellement, pour que l'enseignement soit efficace, pour que l'enseignement soit performant. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Alors, changeons de chapitre et parlons un peu du personnel de l'enseignement dans notre pays. Oui. Les personnels de l'enseignement dans notre pays. Les assistants, les chefs des travaux, les professeurs. Ces personnels répondent vraiment d'une manière générale, entre guillemets, aux standards, au niveau actuel que le pays en a besoin? Oui, ça je veux le dire sans ambages, non pas parce que j'en fais partie, mais parce que c'est la réalité. Oui, les personnels académiques et scientifiques congolais répondent aux critères qui peuvent favoriser le développement de notre pays. C'est au gouvernement qui constitue l'employeur dans les secteurs publics de mettre à la disposition de ces enseignants les moyens nécessaires pour être performants. Les moyens nécessaires pour être performants. C'est à l'État, parce que les universités n'ont pas de subventions. Donc un professeur peut être là, il se bat pour trouver des opportunités d'aller se présenter dans un colloque international, mais il n'a pas le billet d'avion. Pourquoi? Parce que ces ressources ne lui permettent pas de débourser $2000 pour aller dans un colloque où il est invité. Il y a la vente des syllabus. Oui. Vous vendez des supports. La vente des syllabus n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire. Mais c'est reconnu, ça se vend. Oui, c'est reconnu, ça se vend. $10, $15, $20, non, $5. mais qui a dit que les étudiants achètent les supports? Multiplié par le nombre des étudiants. Qui a dit que les étudiants les achètent? On était tous étudiants. Ah, vous avez été étudiant, vous achetez tous les supports? Même pas. Changeons de chapitre, parlons maintenant du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors, comment faire pour devenir enseignant dans l'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire? Quels sont les critères? Je dois préciser que le personnel de l'enseignement supérieur et universitaire est catégorisé au personnel académique qui réunit les professeurs, au personnel scientifique qui rassemble le chef de travaux, les assistants, les bibliothécaires, les attachés de recherche et le personnel administratif qui réunit les personnes qui sont des agents administratifs. Okay? Il y a des conditions prévues par la loi pour accéder à ces fonctions au sein des universités. Nous avons le statut du personnel de l'ESU, nous avons le VADMECUM, du gestionnaire de l'enseignement, du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur, et nous avons plusieurs autres. Nous avons la loi nationale
de 2014 sur les enseignements. Donc, tous ces textes-là fixent les conditions pour être nommé assistant premier mandat et bénéficier de promotion jusqu'à devenir professeur émérite. Tous ces textes prévoient les conditions d'engagement d'un personnel administratif pour devenir agent au sein d'une institution. Donc tout est légalisé et je crois que les autorités académiques, les membres du comité de gestion veillent à ces critères-là, à ces règles pour recruter les nouvelles unités au sein de leurs établissements. La méritocratie pose aussi problème. En tout cas, je ne fais pas partie de ceux qui recrutent, mais en tout cas, ceux que moi je côtoie veillent à la méritocratie lorsqu'il faut recruter le personnel, particulièrement scientifique. Alors, citez-nous quelques critères d'un bon enseignant. Quelques critères d'un bon enseignant, cela je le ferai vraiment à titre individuel. Il faut d'abord prôner les valeurs morales. Parce que nous sommes face aux étudiants, nous sommes en train de façonner des esprits de plus jeunes qui s'identifient en nous et qui nous prennent pour des modèles. Nous devons être porteurs de bonnes valeurs morales, spirituelles. Et aussi, nous devons avoir la maîtrise de la matière. Nous devons avoir la maîtrise de la matière que nous venons transmettre aux étudiants. On ne doit pas être des charlatans scientifiques. Vous voyez, il faut que lorsqu'on se présente devant des étudiants, on a de la connaissance de son domaine et on transmet aux étudiants des connaissances vraies et non des matières imaginaires. Ça, c'est sur le plan scientifique. Donc, il faut être efficacement compétent. La compétence, donc, valeur morale, compétence de son domaine et avoir du savoir-vivre et savoir-être. Tous ces éléments entrent en jeu pour être un bon enseignant. Parmi nous, il y a ceux qui jouent le rôle des parents pour les plus jeunes. Nous avons cette posture-là d'enseignant apprenant et d'apprenant enseignant. Donc nous avons le rôle de transmettre la connaissance, de former des plus jeunes sur le plan mental, sur le plan moral, sur le plan scientifique, et il faudrait que nous soyons compétents pour le faire. Voilà ce que je peux dire en résumé des qualités que doivent incarner les enseignants. Aujourd'hui, nous assistons à des antivaleurs dans nos milieux universitaires, entre autres la corruption, les points sexuellement transmissibles et j'en passe. Comment faire pour redorer l'image de l'enseignement supérieur et universitaire longtemps terni? Chaque fois que je suis devant les journalistes, cette question revient toujours, même pas seulement moi. Toutes les personnes, tous les enseignants au niveau de l'ESU qui se retrouvent face aux médias font face aussi à cette question existe dans nos milieux universitaires. Mais ces antivaleurs ne prennent pas les dessus sur les bonnes valeurs. En tout cas, si je dois parler en termes de pourcentage, c'est 70% des bonnes valeurs et 30% peut-être d'antivaleurs. Et c'est vraiment des cas isolés. C'est des cas isolés. C'est pourquoi il ne faut pas généraliser, par exemple, les questions de points sexuellement transmissibles, des questions de corruption, des questions de détournement. Ces questions-là vraiment doivent être prises à titre isolé. Il ne faut pas les généraliser. Et le travail que font les comités de gestion, les différents comités de gestion des établissements de l'enseignement supérieur, c'est de lutter contre ces antivaleurs. En tout cas, les comités de gestion ne croisent pas les bras. Et nous qui sommes leurs représentants au niveau des départements où nous gérons quotidiennement les départements, nous faisons un travail efficace pour
lutter contre ces valeurs. Je vais vous donner un cas précis. Par exemple, ici chez nous, au département de communication, nous avons rétrogradé des étudiants qui vont dans les classes montantes par entêtement. Ça, ce n'est pas à l'université. Ça, c'est au niveau d'un étudiant qui échoue. Au lieu de refaire la classe, il décide d'aller dans la classe montante par entêtement. Et malheureusement, nous, par exemple, au département des SIC, dans le cadre de lutte contre les antivaleurs, nous avons réalisé des contrôles, un contrôle qui a abouti au renvoi de ces étudiants dans les classes où ils ont repris. C'est la conséquence d'un comportement d'étudiants. Il n'y a aucun enseignant qui est impliqué dans cette démarche. Donc un étudiant décide seul de ne pas reprendre les études. Et notre bureau, avec mon chef de département, le professeur Nkongolombi, et le chargé de la recherche, le CT Jacques Mounoka, nous avons renvoyé ces étudiants dans les classes inférieures. Ils perdent 2 ans, ils perdent une année comme ça, mais nous, c'est les normes que nous voulons imposer au niveau de nos départements. Et si toutes les universités faisaient ce travail, nos étudiants seront consciencieux. Au niveau des enseignants, l'effort est fait pour conscientiser les enseignants qui dévient des règles à suivre, des règlements à suivre, pour les rappeler à l'ordre, pour leur rappeler qu'ils sont des modèles pour ces jeunes à qui ils transmettent les connaissances. D'où ils doivent cultiver les bonnes valeurs. Ils doivent cultiver le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Ils ne doivent pas plonger dans les actes déviants. En tout cas, nous les interpellons pour que les antivaleurs qui gangrènent nos milieux universitaires puissent un jour disparaître totalement. L'accoutrement des jeunes filles pose aussi problème. L'accoutrement des jeunes filles pose problème, je ne sais pas auprès de qui, à quel niveau, mais en tout cas, dans le cadre de lutte contre les antivaleurs, on veille aussi sur l'habillement décent. On invite les étudiantes à s'habiller de manière décente, de manière à ce que leur accoutrement ne puisse pas être le piège qui renvoie les enseignants vers les codes sexuellement transmissibles. Voilà. Merci. Nous citons déjà, avez-vous un mot à adresser aux étudiants de la République démocratique du Congo d'une manière générale? D'une manière générale, c'est de rappeler aux étudiants leur rôle au sein des universités. C'est d'abord l'acquisition de connaissances. Ils doivent s'impliquer dans ce processus d'apprentissage pour qu'ils puissent être le plus grand bénéficiaire. Lorsqu'un enseignant se présente dans un auditoire, ce n'est pas pour se distraire ou ce n'est pas parce qu'il manque à faire. C'est parce qu'il a la conscience de ses responsabilités de participer à la formation de la jeunesse congolaise. Et ils le font avec beaucoup de sacrifices parce qu'ils ne sont pas bien payés. Vous devez savoir parmi ceux qui viennent devant vous transmettre des connaissances, il y a ceux qui n'ont jamais été payés depuis qu'ils ont été engagés dans l'ESU. Recrutés au niveau de l'ESU. Donc, lorsqu'il y a ceux qui viennent là au titre de sacrifice, et même ceux qui sont payés, combien sont-ils payés? D'où je lance l'appel aussi au ministre de l'ESU, M. Thomas Loa Kalosenjola, au niveau du Premier ministre Ilunga Ilukamba, au niveau de la présidence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorder au secteur de l'éducation un budget conséquent. Un budget qui permet aux enseignants d'être bien rémunérés, un budget qui permet aux universités de renforcer leurs infrastructures, un budget qui permet aux cadres scientifiques, assistants chefs des travaux, de progresser pour la rédaction de leurs thèses. Ainsi, certaines antivaleurs comme la corruption, comme les obligations de support vont disparaître. Et nous aurons un milieu universitaire sain où tout le monde est heureux de jouer son rôle, de jouer sa partition. L'étudiant est heureux d'apprendre, l'enseignant est heureux de transmettre la connaissance, le comité de gestion est satisfait de son mandat, où la gestion est
transparente, sans corruption, sans détournement de fonds. Et c'est tout le système de l'enseignement qui va en tirer profit. Merci. Avez-vous un mot pour l'émission Academia? Un mot pour l'émission Academia, c'est de vous féliciter pour cette initiative qui prend un axe spécifique et j'encourage que vous alliez de l'avant. Et je dois noter que si nous avons beaucoup d'émissions de ce genre, la voix de l'ESU congolaise va vraiment toucher une grande masse de la population et les gens vont comprendre concrètement qu'est-ce qui se fait au niveau des universités. Longue vie à Academia, longue vie à son présentateur Mukamba, longue vie à toute son équipe. Je remercie le caméraman qui est avec, réalisateur qui est avec nous. Je les salue aussi. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention, soutenue, apportée à cette émission. Retrouvez votre émission demain à 9h juste. Merci. D'ici là, portez-vous bien.